Entre autres, ces travaux permettront d'installer un nouveau système de ventilation et un second distributeur de billets à l'extérieur de l'agence. Durant toute la durée du chantier, seul un bureau reste ouvert pour la distribution des courriers et des colis avisés par le facteur. Une grève des enseignants est prévue aujourd'hui au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles. Leurs revendications portent notamment sur le manque de moyens dont ils disposent, avec le projet de dédoublement des classes de CP qui s'est fait selon eux au détriment du secondaire. L'autre problème soulevé par les professeurs concerne des emplois du temps incohérents et fixés avec plusieurs semaines de retard. Par exemple, 8 heures de cours d'affilée le vendredi ou encore 45 classes ayant cours le samedi matin alors qu'il y a moins de bus le week-end. De son côté, l'inspection académique indique avoir déjà réglé les problèmes soulevés. Se rencontrer lors d'un atelier ou d'une balade, en dehors de la traditionnelle fête des voisins, c'est l'objectif premier de l'association Ensemble l'Isle-Adam. La nouvelle structure veut se démarquer des autres associations. Ici, pas de rendez-vous hebdomadaire qu'il ne faut pas manquer, mais de la spontanéité. Il compte organiser des animations dans les différents quartiers de la ville pour inciter les habitants à se rendre dans un lieu où ils ne seraient pas allés spontanément. Par ces rencontres, le but est aussi que les voisins se découvrent et que les gens s'entraident par la suite. Et pour conclure ce flash, la victoire de la France à la Coupe du Monde en juillet dernier pourrait-elle avoir une utilité pédagogique ? Oui, et c'est même prouvé. Plus précisément, le nom de l'un des joueurs de l'équipe de France illustre une règle grammaticale souvent difficile à apprendre pour les écoliers. Il s'agit de la règle Mbappé, lancée par Lucille Caillé, institutrice d'une classe de CM1 à Garges-les-Gonesse. En effet, on place un M comme Marie et non un N comme Nathalie devant les lettres M, B et P. Une photo de cette démonstration écrite au tableau a été partagée sur Facebook plus de 3000 fois en 2 jours. C'était votre actualité valdoisienne. Et merci beaucoup Jérémy Glass d'avoir été avec nous depuis plus d'un mois. Vous étiez en stage. Nous allons vous regretter. Merci encore à vous de nous avoir aidés dans la recherche de nos invités, la préparation des flashs, la météo. Et vous êtes parti souvent aussi en reportage sur le terrain. À bientôt Jérémy Glass et bonne route à vous dans le milieu du journalisme. Merci beaucoup. Voici maintenant Florence Fleur pour le retour du bar de l'économie, des invités, de la musique, de la détente, des informations. C'est tous les jours de la semaine, 9h, 10h30 et en plus en Facebook Live. Très bonne journée, la matinale revient demain matin à partir de 7h. Eh ben dis donc, c'est chaud là. Pourquoi c'est chaud? Vous avez chaud? C'est parti. Là, c'est notre indicatif. Sympa, mais merci à bientôt. Je reviens. Une heure et demie. Moi j'y pense pas. Mais non, je l'indicatif. Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Quentin est avec nous à la technique. J'ai oublié de vous donner son prénom depuis le début du mois de septembre. Il nous accompagne dans notre aventure du bar de l'économie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème Avenir GPCEC, Avenir GPEC, des formations annuelles pour les chefs d'entreprise matures, m'a-t-on dit. Donc, et pour nous expliquer tout ça, j'accueille tout de suite Michel Jonker, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes président du mouvement des entreprises du Val d'Oise, le MEDEF Val d'Oise. Vous faites partie du comité des CCEF Île-de-France et du 95. Oui. Et avec vous, on saura tout sur Avenir GPEC. À vos côtés, Marie-Claire Amonique va nous rejoindre. Elle est responsable dans votre équipe de l'emploi formation, donc au MEVO. Et puis à vos côtés et à nos côtés, Noël Casabianca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Finantrep, spécialisé en financement des entreprises, et vous accompagnez justement le MEVO du 95 dans cette aventure Avenir GPEC. On saura tout à l'heure sur justement ce que vous faites, mais aussi comment vous accompagnez les entreprises aux côtés du MEVO. Vers 10h, notre secret de cuisine, bien sûr, par Jackie. Donc suivez-nous comme vous voulez, soit en FM 98.0, par Internet, idfm.fr, c'est l'adresse du site. Vous cliquez sur la flèche bleue, ou alors en direct, en vidéo, c'est tout de suite sur notre page Facebook pour 90 minutes dans la bonne humeur. Et vous pouvez en plus faire des commentaires ou poser des questions sur Facebook. Elles m'arriveront sans doute en direct. Allez, nous revenons juste après cette pépite musicale, le groupe Dua Lipa.
Voilà, donc les 1h30, ça me permet comme ça de passer des pauses musicales sans les couper, parce qu'avant je faisais juste 1 minute. Donc Christophe, il supporte pas que je coupe les Une musiques. pause musicale, vous direz combien de temps? 2-3 minutes maximum, le temps de la chanson. Voilà. Après, donc, c'est les infos du jour à retenir, que peut-être vous voudrez commenter. Alors, je vous les donne. Peut-être Yes. que... Give me. Alors, la première, mais c'est valable pour vous deux. Hein. La première, c'est aujourd'hui, c'est un appel à témoins. D'habitude, je ne fais pas dans les faits divers, mais là, il y a une femme de 70 ans qui a été retrouvée dans la rue à Perpignan, rouée de coups, en février dernier. Et elle a complètement 40 kilos, elle pesait. Elle a complètement donc perdu sa mémoire. Donc, elle recherche, donc je fais un appel à témoins. Voilà. Elle recherche s'il y a de la famille. Bon, elle pense qu'elle a été séquestrée pendant longtemps. Enfin, c'est un peu ça ce qu'elle a dit ce matin. Je l'ai entendu. Ensuite, une machine qui transforme le plastique en carburant. C'est Samuel Le Bihan, l'acteur. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, il y a beaucoup de produits bio qui sont transformés en carburant, comme Voilà. l'éthanol, comme beaucoup de choses, oui. Donc là, c'est très intéressant. C'est pour transformer le Oui, bien plastique sûr. directement en diesel. Donc, ils vont livrer cette première machine à la société de mer d'Antibes. Et après, ils espèrent. Voilà. Troisième info, c'est François Fillon, entendu vendredi dernier par les justes instructions. Quatrième info, c'est la pénurie de talents qui se poursuit dans l'Hexagone. Pénurie de talents. Voilà. Après, le profil, les entreprises recrutent des profils atypiques. Ça, peut-être que vous voudrez réagir là-dessus. Oui. Vous aussi, peut-être. Sur les entreprises atypiques. Les entreprises qui recrutent des talents atypiques. Ah oui, oui. Et la pénurie de talents aussi, vous voudrez peut-être réagir. Oui, je suis un peu circonspect quant à ce propos, mais D'accord. c'est une considération. Non, bah, très bien, C'est faudra le pas- dire. C'est pas qu'il y a une Ça, pénurie de c'est talent. une... Attendez, alors là, c'est une enquête manpower, hein, donc c'est à prendre avec des pincettes. Moi, je suis Mais pas- quand même sur 40 000 employeurs. Oui, non, mais c'est pas ça. Il n'y a pas une pénurie de talent. Il y a une pénurie d'entreprises qui veulent embaucher des gens, elles ne veulent pas trouver. Et parce qu'ils sont très difficiles dans la sélection. Et donc, le savoir-être Voilà. est très utilisé. Quelqu'un peut être très compétent en savoir-faire, et puis quand on estime qu'en savoir-être, savoir se présenter, c'est pas correct, ce que nous faisons, nous formons les gens à le comportement, au savoir-être, pour essayer justement de passer l'entretien d'embauche pour satisfaire la personne. Donc, il y a Ok. des talents qui ne sont pas reconnus. Avant-dernière info. Oui, c'est exactement. C'est ça. Des talents qui ne sont pas reconnus. Non. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci. Vous voulez prendre un café avant de... Si j'ai le temps. On a combien de temps? Ils ont des talents qui ne sont pas reconnus. Non, on n'a pas le temps, à la prochaine pause musicale. Et puis ensuite, sur les étudiants et leur système d'assurance. Et qu'est-ce que la CVEC, vous connaissez? La quoi? La CVEC, la contribution à la vie étudiante et de campus. Non. Une nouvelle taxe pour les parents. Bon, c'est pas. Non. Allez, on y va. On est parti. C'est le groupe Doualoupa, là? Attention, on y va. Nous voici de retour sur IDFM, nous sommes au bar de l'économie et vous venez d'entendre le groupe Doualoupa. Alors comme d'habitude, eh bien, les infos à retenir, on va voir si nos invités du jour, qui sont Michel Jonker, président du MEVO, Marie-Claire Harmonique, responsable équipe emploi formation au MEVO, et Noël Casabianca, président de Finantrep, vont commenter l'actualité. Voici la première info. Alors la première info, c'est tout simplement un appel à témoins. Connaissez-vous Marie Bonheur? Je n'ai pas pour habitude de relater les faits divers, mais cette fois, il faut apporter notre aide à Marie Bonheur de Perpignan, une amnésique qui lance un appel à témoins pour retrouver son identité. Marie Bonheur, bien sûr, ça n'est pas son vrai nom. Faute de connaître celui qu'on lui a donné à sa naissance, elle a choisi ce patronyme optimiste. En février dernier, après être restée 7 mois donc dans le brouillard sans se souvenir de son passé, cette septuagénaire lance cet appel à témoins car elle a été, pour retrouver bien sûr des personnes susceptibles de la reconnaître, elle a été trouvée, c'est des passants qui l'ont retrouvée inconsciente, couverte d'échymose près de la gare de Perpignan. Elle ne pesait que 40 kilos. Donc surtout, vous trouverez donc sa photo sur tous les réseaux. Si vous cliquez Marie Bonheur, vous trouverez tout de suite sa photo. Seconde info, une machine qui transforme le plastique en carburant, c'est fantastique. C'est le comédien Samuel Le Bihan qui a présenté lundi à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, le prototype d'une machine visant à transformer les déchets plastiques en carburant. Et elle a été développée, cette machine, par son association
qui s'appelle Earthwake. Baptisée Chrysalis, cette machine a été inventée et développée par l'un de ses salariés. Il s'agit de Christopher Cost. Elle traite 1 kg de plastique par heure et fournit 500 à 600 grammes de diesel. Alors bien sûr, vous penserez peut-être que c'est pas beaucoup, mais c'est un énorme pas pour la planète, vous ne pouvez pas imaginer. Le but de l'association, c'est de développer des technologies pour revaloriser les déchets plastiques et stimuler leur ramassage, donc créer une nouvelle économie, a justement indiqué Samuel Le Bihan. Le principe est simple. Une fois broyé, le plastique est chauffé à haute température avant d'être distillé. De l'eau pour le refroidissement et une petite alimentation électrique sont également nécessaires au processus. Alors je dis que c'est simple, mais ça n'a pas dû être simple pour fabriquer cette machine. Le diesel est récupéré comme carburant pour un moteur de bateau, par exemple, de voiture ou pour un générateur. L'étape suivante sera de fabriquer une machine bien sûr plus grande, facilement transportable sur une zone polluée. On pense notamment aux pays en Asie, comme l'Inde par exemple. Une machine qui serait capable de traiter 70 kg de déchets par heure. Son coût, 50 000 €, donc je pense qu'il a besoin de financement, Samuel Le Bihan. Et ça, c'est son coût pour une année. On peut aussi facilement imaginer les débouchés pour toutes les sociétés nautiques. Et puis, en juin, a été mis à l'eau un prototype de bateau de 6 mètres de long, préfigurant un catamaran de 25 mètres, propulsé grâce à des déchets plastiques transformés en carburant. Ce prototype a une capacité de 5 kg par heure de plastique traité pour une production de 3 litres de diesel et de 2 litres d'essence maximum. Alors, un bienfait pour la planète, qu'en pensez-vous, Michel Jonker? C'est certainement un bienfait pour la planète, et non seulement pour la planète, surtout les mers qui sont entièrement remplies de plastique. Maintenant, si on peut récupérer de ce plastique et le transformer en diesel, c'est une merveille pour la planète et une merveille pour les poissons qui, eux, mangent du plastique et en meurent. Et donc, je trouve que c'est merveilleux. Le plastique, on dit beaucoup, le pétrole, c'est atroce, mais le pétrole a permis de faire du plastique. Le plastique a permis de faire des produits pas chers et donc de diminuer la pauvreté. Maintenant, il faut recycler le plastique. Ce monsieur a trouvé la manière de recycler le plastique. Moi, je dis bravo, félicitations. Il y a une source incroyable de déchets de plastique dans le monde. Donc, il y a de quoi faire beaucoup de diesel. Merci, Michel Jonker. Disons que, Noël Casabianca. Ce qui m'importe d'observer, en l'occurrence, c'est le fait que tout ce qui favorise l'économie circulaire est absolument aujourd'hui nécessaire et indispensable. Nous allons vers une moindre consommation de nos ressources définitive et tout ce qui permet donc d'éviter d'importer du pétrole. D'abord, c'est bon pour notre économie. Il faut savoir que notre note pétrolière se rapproche quasiment de du déficit de la balance extérieure de la France. Et donc tout ce qui permet d'économiser, on économise et pour la planète et pour le pays. Et pour nous. Donc c'est positif à tout point de vue. Merci beaucoup, Ceci Noël. étant dit, le pétrole, c'est Michel Jonker. Excusez-moi, la fin du pétrole, c'est pas pour demain. Et d'ailleurs, le MEVO organise un déjeuner le 27 septembre avec le président de BP France, déjeuner des sabliers au nouveau hôtel Sortie-Pontoise, et M. Clouet, le président de BP France, va nous expliquer le futur du pétrole et des énergies renouvelables. Donc, on va beaucoup parler de ça et on va lui poser la question sur justement le pétrole, les plastiques et le recyclage des plastiques. Le recyclage. Merci, Michel Jonker. Autre info, c'est François Fillon qui a été entendu vendredi dernier par les juges d'instruction qui enquêtent sur les soupçons, bien sûr, d'emploi fictif contre sa femme Pénélope. L'ancien candidat à la présidentielle en mai 2017 est mis en examen depuis mars 2017 pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. On lui reproche d'avoir accordé à son épouse un emploi fictif d'assistante parlementaire lorsqu'il était député. Que fait François Fillon, me direz-vous? Il travaille désormais pour le cabinet Tikehau Capital, une société d'investissement spécialisée dans le rachat de dettes d'entreprises. Autre info, c'est selon Manpower Group, la pénurie de talents qui se poursuit dans l'Hexagone, donc en France. Près de 40 000 employeurs ont été interviewés et les entreprises sont confrontées à un véritable manque de main-d'œuvre et ce d'ailleurs partout en Europe. 29% des chefs d'entreprise français interrogés ont des difficultés à trouver des compétences qu'ils recherchent. Un taux record, disent-ils, ils étaient que 23% en 2016. Au niveau mondial, les difficultés de recrutement persistent pour 45% des chefs d'entreprise interrogés. Et le constat est plus alarmant dans les grandes entreprises qui comptent plus de 250 employés. La pénurie de talents affecte 67% des employeurs en 2018. Alors le Japon, c'est 89%,
la Roumanie 81%, Taïwan 78% des employeurs. Voilà les pays qui souffrent le plus de manque de talent, disent-ils. Contrairement à leurs homologues britanniques, seulement 19%, irlandais 18% et chinois 13%. Alors apparemment, Noël Casabianca, ça vous laisse un peu perplexe ces chiffres. Oui, je ne souscris pas à l'aphorisme, je le trouve un peu court et simpliste. Ce n'est pas que le pays manque de talent ou que l'humanité manque de talent, c'est un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Il faut savoir qu'on est surpris par l'étendue, les capacités des personnes qui peuplent ce pays, mais d'un autre côté, il n'y a pas nécessairement, moi chef d'entreprise, j'ai à recruter ou j'ai à recruter pour mes clients, parfois c'est effectivement difficile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas nécessairement la personne formée aux besoins spécifiques de l'entreprise. Et chaque cas est spécifique. Donc cette généralité, c'est plus du café du commerce qu'autre chose. Merci Noël. Michel Jonker. Oui, je dirais que je suis d'accord avec M. Casabianca, il n'y a pas de pénurie de talent en France. Il y a un problème, c'est que les entreprises, et je le comprends, sont de plus en plus sélectives dans l'embauche de leur personnel et donc ils regardent beaucoup plus le savoir-être de la personne, le comportement. Est-ce que cette personne va, oui ou non, s'intégrer correctement dans l'équipe, quel que soit son savoir-faire. Et souvent, ils sont extrêmement sélectifs et refusent. Donc c'est la raison pour laquelle nous, le MEVO, nous organisons depuis une dizaine d'années, avec notre programme Avenir à ton entreprise, des formations au savoir-être de demandeurs d'emploi de tout diplôme, pour leur expliquer ce qu'est l'entreprise et quel est le comportement qu'on doit avoir en entreprise, de telle façon que quand ils passent l'entretien d'embauche, ils puissent se présenter correctement. Beaucoup d'entreprises, en Val d'Oise en particulier, mais partout ailleurs, me disent: nous embauchons au savoir-être, nous formons à l'intérieur, mais nous embauchons au savoir-être. Si la personne n'a pas le savoir-être adapté, nous n'embauchons pas. Et on dit: il n'y a pas de talent. Non, il y a un manque de formation au savoir-être qui devrait être donné déjà dans les lycées, dans les collèges et à l'université. Mais nous le faisons, nous, associations d'entrepreneurs, nous le faisons. Nous avons formé plus de 1500 jeunes en 10 ans dans un programme de 140 heures, plus de 10 jours de stage, la formation au savoir-être. Pour des gens qui ont... ils ont trouvé il y a 70% ont trouvé des emplois. Donc voilà, je crois que c'est là le problème. Donc on en revient à un problème d'éducation finalement et de comportement. Merci Michel Jonker. Autre info, justement, ça va dans le sens de ce que vous disiez. Les entreprises recrutent des profils atypiques. Elles l'avouent, 30% des employeurs évoquent le manque de candidats, tandis que 20% estiment que les candidats ne possèdent pas l'expérience requise. Pour surmonter cette difficulté de recrutement, eh bien, les entreprises renforcent leurs offres de formation, de développement de carrière en interne. Voilà. D'autant plus que la révolution digitale donne naissance à des métiers nouveaux qui demandent et demanderont dans les années à venir des compétences inédites dont on ne sait même pas lesquelles à l'avance. Plus de 50% des entreprises sondées investissent ainsi dans des plateformes d'apprentissage et des outils de développement pour construire leur propre vivier de compétences. D'ailleurs, ici au bar de l'économie, au printemps, on a reçu plusieurs plateformes de formation. Et ces entreprises n'étaient que 20% à s'inscrire dans cette démarche en 2014. Plus d'un tiers d'entre elles, 36%, se disent même moins exigeantes quant à la formation ou à l'expérience demandée pour le poste à pourvoir. Alors pour vous faire recruter, sachez mettre en avant vos compétences techniques et comportementales, car de nombreuses entreprises vous tendent les bras. Mais attention, seuls les candidats bien préparés pourront se démarquer face à la concurrence lors des entretiens d'embauche. À vous donc de jouer. Voilà, et on joue. Et on joue, Michel Jonker. Sur ce programme-là, et c'est dans l'ADN du MEVO de former le savoir-être, parce que le savoir-être en équipe, chacun écoutant l'autre, le savoir-être crée le savoir-faire en final, et donc crée des compétences. Voilà, donc si vous n'avez pas encore trouvé votre formation pour tous les laissés pour compte de Parcoursup, eh bien n'hésitez pas à contacter les organismes de formation, les organismes en alternance, les organismes privés, les organisations syndicales. Il y a de quoi faire, allez-y, faut foncer. Voilà, Noël et contacter le MEVO. Et contacter le MEVO, bien sûr. Noël Casabianca, vous vouliez réagir ? Oui, je voudrais insister un instant sur la formation. Il faut savoir que le secteur de l'information est un secteur qui
sur la planète s'accroît de plus de 10% par année, et c'est l'enjeu perpétuel désormais de notre économie. On va être constamment, le monde change à une vitesse considérable. Phénoménal. Par voie de conséquence, il nous faut constamment nous adapter aux nouvelles réalités et donc nécessairement retourner sur les bancs de l'école, quel que soit l'âge. Donc en fait, c'est très fatigant finalement, psychologiquement, j'allais dire, pour le salarié. Il faut tout le temps qu'il se remette en question, en fait. C'est nouveau d'ailleurs dans... Alors, il faut qu'il se remette en question, mais c'est une condition d'existence aujourd'hui. Alors, on peut le prendre comme une contrainte ou on peut le prendre comme une liberté, on peut le prendre comme une source de bonheur. Voilà, pour pouvoir progresser dans son métier. Oui, absolument. Enfin, moi, j'enseigne en école de commerce et à l'université. Les gens que j'ai en face de moi sont plutôt heureux d'être là. Michel Joncker. Oui, ce que je voulais dire, comme dit M. Rezabian qui a raison, l'entreprise doit être continuellement apprenante. Et qui c'est qui apprend? C'est le personnel qui doit apprendre. Dans la formation interne, et la formation interne, c'est-à-dire entre eux, ils apprennent en faisant des choses, en améliorant en continu, continuellement apprenant. Donc il faut continuellement que chacun apprenne, et on n'y peut rien. L'amélioration continue passe par l'amélioration des compétences en savoir-faire et en savoir-être, pour l'ensemble, que l'ensemble continue correctement. Alors, quels sont les 10 métiers les plus recherchés dans le monde, Michel Joncker? Eh bien, sur les 10 dernières années, ce sont les ouvriers qualifiés, électriciens, soudeurs, mécaniciens, mais aussi les commerciaux et les ingénieurs, et puis encore les chauffeurs et les techniciens qui constituent le top 5. Dans le top 10, eh bien, figurent également les spécialistes, bien sûr, en informatique, experts en cybersécurité, administrateurs réseau, mais aussi en comptabilité et en finance, experts comptables, analystes financiers, commissaires aux comptes, puis après vient les experts autres du genre chef de projet, avocat, chercheur, puis enfin le personnel administratif, assistant de bureau, assistant de direction, réceptionniste, agent de production et machiniste. Voilà quand même des métiers, j'allais dire, de base sur lesquels vous pouvez aller vous former, on en aura toujours besoin. Michel Joncker. Oui, alors, il y a des métiers techniques qu'on ne peut faire que si on apprend. Vous avez dit, le premier, c'est les tourneurs, les fraiseurs. Électriciens, voilà, soudeurs, mécaniciens. Actuellement, tout est très numérique, mais quand on veut, et ce sont des machines numériques, mais quand on veut utiliser, faire une pièce à la fois ou deux pièces à la fois, on a besoin d'avoir le tourneur, le fraiseur sur machine standard, et il n'y en a pas. Il n'y en a plus puisqu'on ne forme plus. Mais je crois qu'il y a des programmes avec la Directe qui font des programmes de formation, justement, encore à ces métiers-là, qui sont quand même des métiers extrêmement demandés. Mais tous les autres métiers dont vous parliez, chère Florence, ce sont des métiers qu'on peut faire, quel que soit le diplôme qu'on a, ce sont des métiers transversaux, hormis le point de vue très technique, mais on peut arriver à apprendre sur place. Et quelqu'un qui a, quel que soit le diplôme, dans l'entreprise, il peut être mobile d'un métier à un autre, avec un peu de formation évidemment, et même une formation interne. Et donc, je dirais que c'est surtout la volonté de travailler, la volonté de travailler en équipe qui fait qu'on évolue dans ces métiers-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de manque de talent. Il y a surtout des gens qui n'osent pas embaucher des personnes en pensant qu'ils ne sont pas bons. Tout le monde est bon si on arrive, la plupart des gens sont bons, si on arrive à les contrôler et si on arrive à les former, si on arrive à les épanouir. À les former, à les épanouir, effectivement. Merci Michel Joncker. Alors, avant-dernière info, eh bien, elle concerne les étudiants. Depuis le 1er septembre, ils n'ont plus à se soucier de leur inscription auprès de l'assurance maladie obligatoire. En plus d'être automatique, elle devient gratuite, donc un gain pour eux de 217 €. La fin du régime de la sécurité sociale étudiant est programmée pour le 1er septembre 2019 par la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants. Donc cette année sera une année transitoire. Alors l'étudiant, selon s'il débute ou qu'il poursuit ses études, que doit-il faire? Eh bien, pour celui qui débute, voici ce qu'il faut faire. Créer un compte Amélie sur le site amélie.fr. Ça, vous accédez bien sûr à l'ensemble des services et vous pouvez suivre vos remboursements, faire une demande de carte européenne d'assurance maladie si vous partez faire vos études à l'étranger, télécharger des attestations, etc. Secondo, il faut renseigner ou mettre à jour vos informations personnelles, adresse postale, téléphone, etc. Ensuite, il faut envoyer votre RIB, relevé d'identité bancaire, à votre caisse primaire d'assurance maladie. Et puis, ne pas oublier de mettre une fois par jour
une fois par an, pardon, vos changements de situation, car quand on est jeune et étudiant, on change souvent de situation, bien sûr, adresse, etc. Et enfin, ce qu'il faut faire, c'est déclarer son médecin traitant. C'est indispensable pour être mieux remboursé. Alors, que faut-il faire si vous poursuivez vos études? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. Vous basculerez automatiquement au régime général en 2019. Donc, ne touchez à rien, simplement adoptez les bons réflexes que je viens de citer au 1er septembre de l'année prochaine. Voilà, dernière info du jour, eh bien, c'est la CVEC. Je suis sûre que vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Jamais entendu parler. Eh bien, c'est la contribution de la vie étudiante et de campus. En fait, on supprime l'assurance de 217 €, mais maintenant, il y a une nouvelle taxe qui est instituée par la loi toujours orientation et réussite des étudiants. Elle se monte à 90 € par an, donc elle est quand même moins chère que l'assurance maladie. Et vous pouvez y être assujetti ou en être exonéré, bien sûr, selon les cas. C'est une contribution pour les étudiants, donc c'est payé bien sûr par les parents. Elle finance des projets de vie de campus portés par un établissement fixé par la loi. Par exemple, financer davantage de projets ou d'associations étudiantes, renforcer les services sociaux ou de santé des universités, ou mieux promouvoir par exemple l'art et la culture. Le produit de cette contribution sera réparti par le CROUS, C-R-O-U-S, entre 4 catégories d'établissements supérieurs: les établissements publics, les écoles créées et administrées par les chambres de commerce ou d'industrie, les établissements publics de coopération culturelle ou environnementale, ou bien encore les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général. À noter, une consultation en ligne devrait être mise en place pour ceux qui se sont acquittés de la CVEC afin que vous donniez votre avis sur cette contribution. Donc, qui doit payer? Eh bien, les étudiants préalablement inscrits à une formation, y compris ceux qui font des formations à distance, que ce soit en formation par l'apprentissage ou inscrits en prépa ou autre formation. Voilà, c'était les infos pour aujourd'hui. Maintenant, on part pour une seconde pause musicale. À tout de suite, on revient. Oh, je peux prendre ça? Oui, par contre, vous avez Un fichier qui un va pas? mix de 50 000, je pense que moi. Où? Là? Non, j'ai aussi. Oui, mais vous prenez le premier morceau. Ok. Ou vous choisissez... Non, c'est un disque complet. Vous choisissez un morceau sur le disque. Ok. D'accord? Ok, d'accord. J'ai le temps de pause café maintenant ou pas? Oui. C'est trop Oui, bah oui, ça fait combien là? 6 minutes. Non, non, on ne fait pas 6 minutes, c'est trop. C'est de la musique classique. Donc, Non, on ne sait pas ce qui se passe comme musique classique. C'est quoi le... mettez-le un petit peu plus fort là, on peut. C'est un magnifique morceau. Pas bien. Enfin, c'est entre jazz et classique. Ouais, c'est pas du classique. Non, mais c'est du jazz. Un peu du jazz. C'est trop court, hein. Je pense. De quoi? Pour le café. Non, non, c'est bon, on a au moins 3 minutes. Si vous voulez un café, je vous le fais tout de suite. On va laisser les œufs pour rester en studio. Yes, Je vous laisse un peu d'air. oui, voilà. Vous avez une idée de l'auditoire de la radio? Non, et c'est souvent les radios associatives plus de mal à s'élever en auditoire parce qu'il faut resserrer des On systèmes. avait pas mal d'auditeurs, on a une plus grosse radio. IDFM, ça veut dire quoi? Je pense que c'est pour Île-de-France. Hein? Je pense que c'est pour Île-de-France, un jeu de mots entre Oui, de France, je connais. Île-de-France. C'est le même, le M. Ah, pour FM. Hein? C'est pour FM. Ah, FM, je pense que c'est un jeu de mots entre IDFM, Île-de-France, oui, pardon. IDF et Ouais, ouais, IDFM. Ah, d'accord. C'est un peu pas 18. C'est bon. D'accord. La première radio du Val d'Oise, il y a d'autres radios au Val d'Oise? Moi, je suis là depuis 4 mois. Mais ça va dans toute l'île de France, ça? Normalement, oui. Ça c'est diffusé jusqu'à Paris et dans toute l'île de France. À Paris, les gens entendent? Ouais. Il y a combien d'auditeurs au Val d'Oise? Ah, par contre, je sais pas. Non, ça n'a pas été. Je sais pas si... Moi, je peux pas savoir, mais je sais même pas s'ils servent exactement un chiffre précis. Donc, ils ont fait une analyse. Je pense pas qu'ils ont fait d'analyse.
Moi, j'aime beaucoup le jazz, alors j'essaye toujours de glisser un peu de jazz. Ouais, c'est mieux. Tu viens à l'Assemblée Générale du Mévo? C'est quand cette C'est le année? 20 novembre. La manifestation du Mévo, c'est les 140 ans du Mévo. Faut que je le note parce que Le 20 novembre. 140 ans Hein? 140 ans, vous fêtez cette année? Oui. 140 ans, on est né en 1878. Et ça se passe à Royaumont. Ah, c'est magnifique. L'intervenant national sera Augustin Le Romanet sur le thème entreprendre, c'est se diriger vers un port, l'entrepreneur est au pilote. Et donc il y aura les intervenants, c'est évidemment Bah, je vais le avec Philippe. maréchal, Madame Cavecchi, le préfet, et Augustin Le Romanet. Puis après il y aura un apéritif et un concert de musique d'une demi-heure sur les créations musicales depuis 1878 jusqu'à maintenant au Corée. Donc j'espère, moi, vers les années 20 et 30, un peu de jazz. Voilà. Donc, et puis ensuite, il y aura un dîner assis dans la D'accord. grande salle. Notre conseil de venir, ton auguste époux, Bah, je verrai avec lui s'il va le. il interviendra sur le développement Je verrai économique avec du lui. Val d'Oise. Là, tu as parlé tout à l'heure de quelqu'un qui vient vous faire une conférence. Pourquoi tu ne Oui, pourquoi le tu ne les président amènes pas BP. au micro? Le président de BP1, Tu devrais leur proposer de venir au micro de temps en temps. et moi, il n'y a pas de problème. Bah oui, C'est le président de BP France qui parle. bah oui. Mais Et c'est donc, bien, il parlerait du pétrole déjà. et du futur. Pétrole. Ah, oui. Je laisse encore ouvert faire. Oh, le temps de la musique, oui. Pas trop. Est-ce que je peux vous envoyer un stylo? Moi, je te fais venir plein de gens. Plein de gens. Et lui, le président de BP, c'est pas mal. Et le président de BP est à Cergy. Il est à Cergy-Saint-Christophe. D'accord. Le siège de BP France est à Cergy-Saint-Christophe. On était Il s'appelle comment? Cloué. Jean-Michel Cloué. C-L. Jean-Michel Cloué. Non, Jean-Nicolas Cloué. Jean-Nicolas. Jean-Nicolas Cloué. Viens au sablier. Je peux pas, Tu verras. j'ai trop de boulot, moi. C'est énorme. Jean-Nicolas, Jean-Nicolas, tu m'as dit, oui. président de BP France. Ça fait combien de temps, là, de la... Il reste une minute. Eh, ça fera 5 minutes. 3 minutes? Ça fera 5 minutes. Non, mais là, faut qu'on reprenne. Là, vous me faites descendre tout doucement. Il faut mettre à parler, là. Là, il faut qu'on y aille. C'est déjà 34. Au bar de l'économie, vous venez d'entendre Aritz Aldea sur IDFM avec Les Nuits du Sud. C'était un extrait de ce titre, Les Nuits du Sud, bien sûr, puisque cette musique magnifique dure plus de 6 minutes. Nous voici donc de retour avec Michel Jonker, président du MEVO, le mouvement des entreprises du Val d'Oise, le MEDEF Val d'Oise, si vous voulez. Marie-Claire Harmonique, responsable équipe l'emploi, toujours au MEVO, et Noël Casabianca, président de Finantrep, spécialisé en financement des entreprises. Et vous agissez tous pour c'est pour ça que l'on en parle aujourd'hui, pour Avenir GPEC. Alors qu'est-ce que c'est que Avenir GPEC, Michel Jonker? Alors, justement, on parlait tout à l'heure du manque de talent dans les entreprises, ou tout le monde qu'il y avait un manque de compétences. Et GPEC, c'est pour faire ça, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça veut dire qu'en amont, pour que les entreprises aient toujours les talents dont ils ont besoin, très en amont, il faut déterminer ce que les entreprises auront besoin dans les 3 ou 4 ans de la vision du chef d'entreprise. Donc c'est un programme que nous avons démarré il y a 7 ans pour entre 5 et 7 entreprises par an. Chaque entreprise est représentée par son chef, le chef d'entreprise. Ce sont des entreprises de 15 à 200 personnes. Chaque entreprise est représentée par son président ou son chef d'entreprise et le DRH. Parce qu'on veut, pour démarrer, pour définir le personnel dont on aura besoin dans les 3 ans de la vision, il faut justement aller très en amont. Il faut définir le métier, il faut définir la vision, il faut définir la stratégie, parce qu'on a des actions stratégiques, on a des besoins personnels, les 3 ans de la vision, donc on sait à l'avance ce dont on aura besoin et on peut aller chercher, justement, comme on dit. Et donc c'est une formation qui dure 1 an. Et nous avons fait, il y a à peu près une cinquantaine d'entreprises qui ont déjà suivi cette formation sur 1 an. Il y a donc une réunion collective tous les mois et demi
une demi-journée sur un sujet, métier, vision, stratégie, plan de formation, tout ça. Et puis le coach va dans l'entreprise pour aider l'entrepreneur à mettre en place ce qui a été défini lors de l'action collective, la réunion collective. Voilà. Et Donc on va résumer, c'est réservé aux chefs d'entreprise et aux DRH, Voilà. ils viennent à deux en fait. Oui, et c'est de la formation d'entrepreneur. C'est de la formation mature. d'entrepreneur. Et donc comment définir son métier, sa vision, sa stratégie, comment suivre sa stratégie. Et puis après, étant donné que avec les méthodes les plus modernes de suivi de stratégie, hein, la balance scorecard est plein d'organisations que nous formons. Et ensuite, étant donné qu'il y a la connaissance de ce qu'on veut faire dans les 3 ans à venir, 3 ou 5 ans de la vision, eh bien, il y a la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça, c'est plus la partie technique pour la DRH, qui étudie l'état des lieux, qui analyse selon le personnel qu'il a, est-ce qu'il est capable de satisfaire l'entreprise dans les années futures. S'il est capable, ça va. S'il n'est pas capable, on le forme. Si on ne peut pas le former, on embauche quelqu'un d'autre. Il y a le plan de formation, voilà. Et puis, ce qui permet à l'entreprise, qui est un assembleur de compétences, d'avoir toujours des personnes compétentes pour développer sa propre vision. Voilà, donc ça sert. réservé aux entreprises de moins de 200 de moins personnes. de 200 personnes, à peu près de 15 à 200 personnes. Mais quand De tous les secteurs, il n'y a pas de secteur privilégié, non, tous les secteurs. Donc, tous les secteurs, donc que ce soit du service ou de l'industrie. Industrie, services, distribution, nous avons eu tout type d'entreprise à ce sujet-là. Voilà, donc, et donc il y a tout un programme qui se développe sur une année, où on parle beaucoup il y a les six étoiles de la réussite de l'entreprise, c'est la volonté de croissance d'une équipe épanouie et compétente. Il faut d'abord... Peut-être avant de rappeler les étoiles de l'entreprise, Oui. Quelle est votre définition de l'entreprise, Michel Jonker? Alors, l'entreprise, entreprendre, c'est une bonne question. Entreprendre, c'est dit dans le mot, prendre entre ses mains, c'est prendre en main. C'est prendre en main un produit, un service, le façonner, pour ainsi dire, pour le vendre. Le vendre à qui? Le vendre à des clients. Parce que quand on le vend, ça permet d'avoir, et on le vend plus cher que ce que ça coûte, ça permet d'avoir de l'argent pour pouvoir recommencer. Et donc l'entreprise, l'objet de l'entreprise, c'est d'avoir des clients. Et donc tout se base autour des clients. Mais l'entreprise, c'est d'avoir des clients, et l'entreprise, c'est en même temps, le client est en même temps un objet et le moyen. C'est un moyen de développer le monde, c'est d'avoir des clients, c'est un moyen de faire des produits nouveaux, donc pour progresser, c'est un moyen de satisfaire le personnel qui est embauché, c'est un moyen de satisfaire le chef d'entreprise, parce que si le chef d'entreprise n'est pas content, à quoi ça sert de développer une entreprise? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, être entrepreneurs pour justement se satisfaire de leur autonomie. Donc et puis c'est un moyen quand on arrive à optimiser les coûts, un moyen de responsabilité sociale et sociétale. Donc avoir des clients permet de faire beaucoup de choses parce qu'on a de l'argent pour faire. Voilà à quoi sert un peu l'entreprise. Vous êtes d'accord avec cette définition, Noël Casabianca? Oui, elle est très riche et elle touche aux différents aspects à la fois existentiels, économiques, politiques de ce métier. Le moteur du monde, c'est le désir. Et pour satisfaire ce désir, il faut déployer une activité. Quand on standardise, quand on structure cette activité, qu'on la pérennise, eh bien, on est déjà dans une démarche entrepreneuriale. Merci Noël Casabianca. Alors on revient à donc GPEC, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cette formation que vous proposez aux chefs d'entreprise de moins de 200 salariés. Donc je suppose, Noël Casabianca, que vous intervenez dans le cadre de cette formation. Alors qu'est-ce que vous proposez au MEVO? Alors, je fais des choses assez simples, à savoir que j'enseigne ce que je pratique ce que j'enseigne. En fait. Donc, au sein du MEVO, notamment, en l'occurrence, le premier sujet sur lequel je vais intervenir, c'est sur la relation avec le banquier. Et voir comment faire en sorte que, pour l'entreprise, nouer la meilleure relation possible avec son banquier, ce qui n'est pas un exercice nécessairement évident. Alors pourtant que cela s'appuie sur des choses, des considérations de base très simples, je dirais assez de bon sens, mais au vécu, comme avec l'intersubjectivité, avec les émotions, avec les enjeux, avec le stress,
les choses se compliquent. Et peut-être dès qu'on demande on veut demander une grosse somme, après, enfin, je sais pas, c'est peut-être aussi une question de somme. Avant même de demander la somme, aujourd'hui, il n'est pas évident de se faire ouvrir un compte en banque. Le banquier est en droit de regarder quel est votre métier, comment vous l'exercez, et de vous ouvrir ou ne pas ouvrir votre compte en banque. Un banquier peut refuser l'ouverture d'un compte. Absolument. Non, alors, donc aujourd'hui, on a grandement simplifié la création d'entreprise. Pour autant, ce que l'on a gagné en simplification au greffe du tribunal de commerce, eh bien, ma foi, ces difficultés elles se sont transposées davantage avec la relation avec le banquier, parce que si on ne convainc pas le banquier sur votre métier ou sur votre façon de le faire, le banquier va être inquiet, ne va pas ouvrir le compte. Et donc, vous êtes obligé de passer de tel partenaire à tel partenaire à tel partenaire. Ce qui peut poser problème à une entreprise naissante. Oui, là, c'est incroyable même, parce que ça, alors, on ne l'avait encore jamais dit au micro, qu'un banquier pouvait refuser d'ouvrir un compte bancaire pour une jeune entreprise, par exemple. Michel Jean-Pierre. Ce que je voulais dire, c'est que comment réussit-on en entreprise? Et je suis allé voir, parce que évidemment c'est un sujet tout à fait de grande grandeur, je suis allé voir l'entreprise qui a, je dirais presque le mieux réussi, allez, je dirais en nombre de personnes, et qui fait du profit évidemment, sinon on ne fait pas de profit, on ne réussit pas. Et donc il y a le plus grand nombre de personnes dans le monde, une entreprise française. Et donc je suis allé voir le patron de cette entreprise qui s'appelle Sodexo. Je ne suis pas payé pour faire la pub de Sodexo, mais le patron s'appelle Pierre Bellon. Il a 440 000 personnes. 440 000 personnes. Il y a 50 ans, 60 ans, il avait zéro. Il a commencé. Et donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit, monsieur Bellon, écoutez, il faut absolument que vous me disiez comment vous êtes arrivé. Vous devez savoir, parce que moi, je fais des développements pour les entreprises et je veux leur dire. Et alors, il m'a dit, venez chez moi, je vais vous expliquer. Alors, je suis allé chez lui. Et il m'a expliqué pendant 4 heures comment il avait fait. En fait, il ne m'a rien expliqué du tout. Il m'a expliqué beaucoup de choses, mais pas vraiment comment il est arrivé. On n'arrive pas à déterminer rapidement comment on fait 440 000 personnes. Alors à la fin, je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire une synthèse de ce qu'on s'est dit. Et il m'a dit, je vous fais une synthèse en 2 mots. C'est ça qui est merveilleux. Et la synthèse en 2 mots, c'est le personnel et le cash. Justement, on parlait avec M. Gadabin. Le personnel, c'est celui qui vous permet de tout faire avec vous. Et donc, si le personnel n'est pas content de travailler avec vous, n'est pas épanoui, vous ne vous développerez jamais. Et puis, si vous ne faites pas attention à votre gestion financière, ben vous êtes foutu aussi, votre pas de cash. C'est la trésorerie qui vous permet de continuer. Donc, si vous avez de bonnes personnes et bon cash, vous avez des clients. Il y a d'ailleurs un livre qui est paru il y a pas mal de temps, enfin, il y a 2 ou 3 ans, écrit par un Indien qui disait « Les employés d'abord, les clients ensuite et la direction en 3e ». Et alors, il allait voir ses clients en disant, écoutez, vous avez su par mon personnel que ma stratégie, c'est le personnel d'abord, le client ensuite. Ne vous méprenez pas, c'est bien parce que vous, clients, vous êtes les premiers, que je vais m'occuper d'abord de mon personnel, pour que le personnel soit heureux et vous serve bien. Et donc, c'est pour ça que la première des choses, c'est avoir un personnel compétent pour qu'il puisse servir à avoir des clients, et que ces clients puissent évidemment acheter des produits plus chers que ce que ça coûte, et que la banque, en tant que fournisseur, puisse avoir confiance pour pouvoir toujours donner des prêts, pour pouvoir investir et se développer. C'est une façon simple de dire le personnel, les banquiers, avec ça, vous pouvez avoir le monde comme champ d'action. Oui, c'est une façon simple de résumer l'entreprise. Donc, c'est ce que vous apprenez lors des formations, c'est ce que vous apprenez aux chefs d'entreprise lors des formations dans cette formation qui existe depuis 7 ans, Avenir GPEC. Voilà, c'est donc beaucoup d'entreprises ne définissent pas bien leur métier. On apprend à définir le métier. Donc le chef d'entreprise, il est à côté de son métier. Mais le métier, il ne faut pas... Quand on dit, je suis dans les chaudières à gaz. Dans les chaudières à gaz. Dans 40 ans, il n'y a plus de gaz. Mais vous êtes dans le chauffage en général, quel que soit le produit. On est donc dans le chauffage. N'allez pas dans un cul-de-sac, comme on dit. Et donc, définissez bien votre métier qui vous permettra assez large pour pouvoir après définir une vision. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 3 ans? Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne risquez pas d'y arriver. Non, comme on dirait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable au pilote qui ne sait pas vers quelle porte se diriger. Et donc on leur apprend aussi, c'est des jeux de rôle, lors des
des réunions collectives avec des post-it, chacun définit son métier, puis ensuite on discute les uns les autres pour le métier de chacun jusqu'à ce que chacun accepte ce métier-là, et c'est pareil pour la vision. Puis après, une fois qu'on a défini la vision, il y a une autre séance, la stratégie, ne pas confondre vision et stratégie. Et donc la vision, c'est de façon quantitative, attention, qu'est-ce que je veux faire dans mon marché et quelle part de marché je vais être dans 5 ans, hein, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, parce qu'avec ça, on peut y aller et développer des actions stratégiques. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous disent, voilà ma stratégie, ah bon, voilà mes actions stratégiques. Elle dit, oui, mais pourquoi vous avez ces actions stratégiques? Mais parce que c'est ma stratégie. Et au service de quoi? De quelle vision? Parce que si vous avez une vision bien définie, mais peut-être que cette telle action stratégique ou telle, vous ne la ferez pas, ne perdrez pas votre temps. Faites une stratégie que dans le sens de votre propre vision. Et donc, ça vous permet d'optimiser. Et à partir de là, évidemment, les actions stratégiques doivent nécessairement avoir des moyens matériels et puis des moyens humains. D'où les moyens humains, c'est de quelles compétences j'ai besoin pour mettre en place ces actions stratégiques et réussir, développer et rendre heureux les clients. Et rendre heureux, en fait quoi? Les 5 parties prenantes. Les 5 parties prenantes, c'est il faut satisfaire le client, évidemment, sinon il ne revient pas. Le personnel, si le personnel n'est pas content, eh bien, il ne va pas être bon vis-à-vis du client. Il faut évidemment satisfaire l'actionnaire, même si soi-même, nous sommes propres actionnaires, parce qu'il faut satisfaire ce qu'on donne à sa propre famille. Il faut satisfaire les fournisseurs, on oublie souvent. Un bon fournisseur vous fournit les meilleurs produits à vous, au lieu de les fournir aux autres. Et puis l'entreprise doit fournir évidemment la satisfaction à tout l'environnement. Si vous polluez l'intérieur, vous tuez votre personnel. Si vous polluez l'extérieur, vous tuez vos clients et votre personnel futur, et vous tuez votre réputation. Et donc tout ça fait que l'entreprise peut assurer sa pérennité et son développement durable. C'est tout autour de ça que nous formons pendant 1 an des entrepreneurs et qui sont très heureux de le faire. Et Marie-Claire Harmonique est notre personne qui organise tout ça. On va lui demander dans quelques minutes. Donc, je rappelle que donc, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est donc 1 fois par mois pendant 1 an. Donc, en fait, vous faites jouer des jeux de rôle, finalement, si j'ai bien compris, aux chefs d'entreprise pour qu'ils s'expriment sur leur vision et leur stratégie afin qu'ils mettent bien en avant le client, le personnel, l'actionnaire, le fournisseur ou l'environnement. On revient avec vous dans quelques minutes. Tout de suite, on va faire une nouvelle pause musicale avec Françoise Hardy et puis après, on donnera la parole au retour de cette pause musicale à Marie-Claire Harmonique. Et après, je vous fais parler. Après, monsieur. Alors, est-ce que moi j'avais une vision assez pragmatique de mon intervention, à savoir aider l'auditeur à savoir comment nouer une bonne relation avec le banquier. Ça s'inscrit dans le... Je vais vous poser la question. C'est bien. Vous êtes pragmatique. Mais on est pragmatique aussi. Oui, bien sûr, absolument. Mais, alors, sans être pragmatique, des fois je remonte à l'Antiquité, mais je mets les choses en perspective. On a le temps, ne vous inquiétez pas, on a jusqu'à 10h30, ça va. Je vous ai dit, je vais vous faire parler sur plusieurs sujets. Mais on va continuer dans le fil de ce qu'a dit Michel Jonker, puisqu'il a prononcé le nom de Marie-Claire Harmonique, on va donc lui donner la parole. Je le fais exprès là pour. Je sais. Alors, ça va la compréhension? ça va très bien. C'est pour ça que je reformule, tu vois. Oui, pourquoi c'est pas assez clair? Si, mais pour que, comme tu parles beaucoup, C'est normal. Ça veut dire que si tu as compris, ça veut dire que les autres ont compris. il faut que je reprends la quintessence pour leur rappeler. C'est une partie prenante. Donc, de quoi vous souhaitez-vous parler sur équipe emploi formation? Je peux Oui, l'organisation. évoquer l'organisation, le nombre de jours pour l'entreprise, les différents co-intervenants aussi auxquels on fait appel pour les séminaires. Oui, c'est ça, on parlait des modules, le RSE, les modules. Aller dans le détail un peu. Voilà, vous allez parler en détail de cette formation GP. AIT, ASQP, Le les programme modules en fait, RSE. D'accord. des séminaires, on en a une dizaine, je vais pouvoir en Oui, évoquer un certain allez, on nombre. peut aller Ça pour rentre étoffer. dans cette formation. Oui, tout à fait. Ah oui, D'accord. uniquement dans cette formation. Voilà. Comme Ok, tu vas j'ai faire compris. un séminaire. Parce que j'étais Il un ne faut peu... pas oublier que c'est collectif, mais le coach va dans l'entreprise après
pour aider l'entrepreneur à mettre en place ce qui est devenu l'organisation collective. D'accord. Donc il y a, pour chaque entreprise, Voilà. il y a 16 demi-journées chez l'entrepreneur. Combien? Combien, Elle va nous le combien dire. de demi-journées? Alors, 12, en fait, 14. il y en a 6. Demi-journées? Non, 12. Ah, il y a 12 demi-journées C'est de 6 la... jours. Voilà, donc vous allez commencer par nous parler de ça. Combien de journées au MEVO, combien de journées en Voilà, entreprise? voilà. En collectif et en individuel, c'est ça qui est important. Parce qu'on s'attache après à l'individuel. Bah, elle va nous le dire, et puis si toi tu veux compléter, tu Oui, oui, compléteras. oui. Et puis il y a des modules qui sont de... Ça va, Quentin? Qui sont de plus en plus des modules de RSE, des modules internationaux, des modules Voilà. des modules De toute façon, je vais vous demander Vous avez tout ça. de nous détailler les différents Oui. modules. Allez dans le détail, là. Oui, mais j'ai la liste sous les yeux. La Ça liste marche. de Oui, l'année c'est ce qu'il dernière. faut. Ça boum. Et puis donc le module de monsieur. Bien sûr. La prochaine fois, c'est quand on fait. Mais c'est en septembre, le 25. On va décider avec lui. Ça dure une journée ou plus, hein, ou c'est sur 2 jours? Le collectif, c'est une demi-journée. Une demi-journée. Non, parce qu'une journée, c'est trop. C'est trop, ouais. Une demi-journée et dans l'entreprise. Je crois qu'ils doivent être contents, les gens qui sont demi-journées. trop. Ce sont des demi-journées en Oui, général. parce que l'entrepreneur, il n'a pas le temps de... Bah non. c'est Demi-journée, entrepreneur et son équipe direction. Dans la personne, elle va vraiment dans le détail. Vous, quelle est votre stratégie? Allons-y dans le détail. En collectif, on ne peut pas analyser le détail. On dit comment contrôler la 15 secondes. la 20 secondes, balance on reprend dans 20 secondes. Au bar de l'économie, c'était Françoise Hardy, bien sûr, avec son magnifique titre « Tant de belles choses ». Et nous sommes bien sûr toujours sur IDFM, la radio du Val d'Oise et de l'Île-de-France, en compagnie de Michel Jonker, président du MEVO, le mouvement des entreprises du Val d'Oise, le MEDEF du Val d'Oise, si vous voulez, Marie-Clara Monique, qui est un responsable équipe emploi formation au MEVO, et Noël Casabianca, pour parler aujourd'hui de la formation des chefs d'entreprise qui s'appelle Avenir GPEC. Ça veut dire gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors justement, Marie-Claude Harmonique, dites-nous un petit peu comment ça se passe pour le chef d'entreprise qui assiste à cette formation. Combien de jours au MEVO, ou combien de demi-journées, et combien de demi-journées en entreprise? Eh bien, le chef d'entreprise et son équipe proche, dont en particulier le DRH, viennent participer à 10 séminaires. Donc un séminaire, c'est une demi-journée qui se déroule soit au MEVO, soit dans une des entreprises participantes. Alors nous avons donc beaucoup de thématiques que l'on traite sur ces séminaires. Donc comme l'évoquait Michel Jonker, on va travailler sur le métier, la vision et la stratégie. Ça, c'est vraiment C'est la base. La base, ce sont les fondamentaux. On travaillera aussi sur des stratégies type Océan Bleu, donc des stratégies qui sont précisées lors du deuxième séminaire. Monsieur Jonker pourra Compléter. l'évoquer de nouveau. Océan bleu, donc ça fait penser un peu aux vacances, à la mer. Océan bleu, océan rouge. Océan rouge, ça existe aussi. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a océan rouge qu'on va aller vers océan bleu. Ça faudrait que je vous le dise tout à l'heure. D'accord, Michel. Alors, d'autres séminaires vont aussi présenter ce qu'est la balance scorecard, qui est donc un outil qui fait suite au diagnostic stratégique de l'entreprise. Ça permet de suivre la stratégie au mois le mois pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, on puisse dire « Ah, on a raté ». Mais non, mois le mois, on contrôle selon des objectifs et donc on travaille pour les objectifs où on est en retard. Donc c'est très important. C'est une méthode américaine qui est tout à fait excellente pour pouvoir réussir Donc contrôle finalement, de sa stratégie. voilà, donc non seulement le chef d'entreprise est formé, mais en plus il est accompagné, si je comprends bien. Oui, tout à Alors, En fait. fait, il ne peut pas déroger, il se fixe une ligne de conduite et si je comprends bien, vous l'encadrez pour ne pas qu'il déroge à cette ligne Voilà. de conduite. On l'accompagne Alors. jusqu'au bout sur cette année-là. Donc un coach, un consultant spécialisé intervient dans chaque entreprise, on se rend dans chaque établissement, à peu près d'ailleurs sur 6 jours, soit 12 demi-journées sur une année, pour d'une part faire le diagnostic stratégique et ressources humaines, d'autre part Individuel. individuel. D'autre part, à partir justement de ce diagnostic est établi un plan d'accompagnement qui peut traiter soit de la mise en place de l'outil GPEC, soit du plan de formation, soit la formation aux entretiens annuels d'évaluation. Voilà, c'est une liste qui couvre beaucoup de thématiques.
Et à la fin donc de ces accompagnements individuels, il y a une demi-journée pour le bilan d'action. Et entre chaque intervention en entreprise se déroule un séminaire. Donc on alterne le séminaire collectif et l'intervention en entreprise pour aussi bien bénéficier de la dynamique de groupe qui est créée lors des collectifs que personnaliser l'accompagnement le plus possible, être au plus proche des préoccupations du chef d'entreprise. Donc finalement, avec cette formation, le chef d'entreprise a 2 rendez-vous mensuels avec vous, soit chez lui, soit en collectif, si on comprend bien ce Voilà. que vous avez dit. Tout à fait. D'accord, alors Michel Jonker, vous Oui. parliez d'océan rouge, océan bleu. Oui, alors, Qu'est-ce que c'est que cette ça, image non, c'est une méthode qui a été Quelle inventée. méthode Voilà. Une méthode, oui, d'avoir des clients et qui a été mise en place par 2 personnes de l'INSEAD de Fontainebleau. Et quand vous êtes sur un marché concurrentiel, vous êtes devant des concurrents qui font la même chose que vous, presque. Et donc, vous bagarrez sur les mêmes sujets, sur la qualité, sur la publicité. Et donc, c'est une bagarre à mort. Donc, il y a l'océan rouge, c'est sanguinaire. Plus on augmente les frais de qualité, les frais de publicité, on fait beaucoup de choses qui à la fin, ne nous donnent pas un super avantage avec la concurrence. L'art de ces personnes qui ont inventé cette méthode, c'est de passer d'océan rouge, sanguinaire, à océan bleu, en contournant l'adversaire, c'est-à-dire avec les mêmes produits que nous avons, avoir d'autres clients qui normalement ne commandent pas votre produit. Par exemple, il y a des cas tout à fait intéressants. C'est le cas du vin le plus vendu au monde, qui est un vin australien, qui s'appelle le Tail, qui est en Australie, un vin rouge et un vin blanc. Ils ont décidé d'aller concurrencer les vins américains, mais ils ont surtout décidé d'aller chercher les buveurs de bière, parce que les buveurs de bière en général ne boivent pas du vin parce qu'ils disent c'est pas à mon niveau, je ne comprends pas. Et eux, ils ont fait des vins très simples. Ils ont éliminé la publicité parce qu'ils ont éliminé les coûts. Ils ont éliminé la publicité et ils vont dans les supermarchés, et ils vont dans les endroits où ils vendent des bières et ils disent aux buveurs de bière, vous voulez pas goûter mon vin? Mais non, c'est pas mon niveau. Mais écoutez, regardez ça, c'est pas tellement cher, c'est bon. Et finalement, le gars dit, ah, je suis capable, moi, de boire du vin. Et finalement, ils arrivent à vendre 300 000 caisses de vin Yellowtail aux États-Unis parce qu'ils ont contourné le terrain. Au lieu de se bagarrer contre le fabricant de vin, ils sont allés voir le genre de bière. Ouais, Voilà comment on peut trouver une nouvelle clientèle. Oui, c'est pareil en fait. pour le cirque du soleil, ça c'est intéressant. Le cirque, il y a toujours la bagarre entre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les dompteurs, il y a les qui vont pas très cher, il y a les clowns qui valent très cher, qui ne font pas toujours rire d'ailleurs. Et puis il y a les trapézistes qui valent aussi très cher, mais il n'y a pas de liaison entre eux. Et qui c'est qui va dans les cirques normaux? Ce sont les grands-parents et les petits-enfants. Les parents, eux, ils en ont marre de voir toujours la même chose. Et donc le Cirque du Soleil a décidé d'inventer autre chose, d'éliminer d'abord les dompteurs parce que c'est beaucoup trop cher, et de faire une histoire qui passe des clowns jusqu'aux trapézistes, de telle façon qu'on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour acheter des clowns, mais le clown, il dit des choses qui font rire, qui est une histoire, ça passe sur le trapéziste. En fait, ils font une pièce de théâtre, on espère, et ils sont allés voir qui? Eh bien, qui sont les clients nouveaux? Ce sont les parents. Et voilà, donc c'est ça l'océan bleu, Voilà. contourner l'adversaire pour aller chercher d'autres clients dans le même type de produit. Merci Michel Jonker pour cette belle démonstration de qu'est-ce que donc océan bleu, océan rouge pour une entreprise. Il est 10h sur IDFM, au bar de l'économie, c'est l'heure de la pause. Mais de la pause laquelle? La pause Le Secret de Cuisine de Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour Florence, bonjour à vos invités. Écoutez, sans le savoir, je vais parler d'un dessert australien. Donc, vous voyez, nous faisons le lien, monsieur, avec votre vin. Donc, c'est un dessert qui s'appelle la pavlova et qui est, malgré ce nom à consonance russe, c'est un dessert australien parce qu'il a été créé par un pâtissier australien en hommage à une danseuse étoile du nom de Pavlova. Un dessert très aérien. Donc, il vous faut 4 blancs d'œufs, 200 g de sucre en poudre, une cuillerée à soupe de vinaigre
une cuillère à soupe de maïzena, de la crème chantilly et des fruits de saison. Donc il faut préchauffer le four à 130 degrés chaleur tournante. À l'aide d'un fouet électrique, on bat les œufs avec le vinaigre. Lorsqu'ils commencent à devenir fermes, vous ajoutez en 3 ou 4 fois le sucre et la maïzena. Vous devez obtenir des blancs très fermes et brillants. Sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé, on dépose la préparation en forme de cercle assez haut, 8 à 10 cm, sans que ce soit parfaitement Lisse. lisse. Voilà. Au contraire, s'il y a des petites montagnes, c'est très joli. Et vous enfournez pour 1 heure. À la sortie, vous laissez refroidir. Et avant de servir, on dépose la chantilly sur toute la surface et on garnit de fruits, des framboises, des raisins, des morceaux de mangue. Et vous avez un dessert sublime et tout à fait délicieux. Merci Jackie, à la semaine prochaine. Merci. Alors Marie-Claire, À boire avec Yellowtail, australienne. on peut choisir son vin comme, Oui, c'est ça. on le souhaite bien sûr. Alors nous sommes donc aujourd'hui au bar de l'économie, nous parlons de la formation gestion prévisionnelle des emplois et des compétences réservées aux chefs d'entreprise et aux DRH des entreprises de moins de 200 personnes. Marie-Claire Harmonique, juste avant cette pause gastronomique, vous étiez en train de nous dévoiler les différents séminaires finalement qui se répartissent sur toute l'année. Alors on continue, on était au 4e je crois. Alors, nous avons donc aussi un séminaire sur comment attirer les talents et recruter efficacement. Nous avons aussi un séminaire sur l'anticipation et la gestion des évolutions professionnelles et des départs des salariés. L'entretien annuel, l'entretien professionnel. Des thématiques sur des sujets aussi plus larges, mais qui font bien partie des préoccupations de l'entreprise, la qualité, la responsabilité sociale de l'entreprise, la santé au travail également. J'ajoute, Marie-Claire, que la qualité et la responsabilité sociale de l'entreprise, nous le faisons, et intervenir l'AFQP, l'Association française qualité performance. Je crois qu'il y en a tout un. Merci. Des gens qui sont des spécialistes. Merci de cette précision, Michel Jonker. Et Marie-Claude Harmonique. donc, comme autre thématique, la thématique que M. Casabianca a déjà évoquée précédemment, donc sur les relations avec les banques. Ben, on va justement y revenir tout de suite, Noël Casabianca. Alors, vous êtes un spécialiste, il faut quand même dire, du financement des entreprises, puisque vous dirigez une société qui s'appelle Finentrep et vous accompagnez les entreprises. Expliquez-nous un petit peu ce que fait d'ailleurs votre entreprise. C'est dans ce cadre-là que vous intervenez au MEVO. Oui, alors, l'entreprise Finentrep fait 2 métiers axés sur, je dirais, la direction administrative et financière de l'entreprise. Alors, on fait 2 choses. D'une part, on aide le chef d'entreprise, on dit au chef d'entreprise, concentrez-vous sur votre cœur de métier. Le chef d'entreprise, c'est souvent un informaticien qui a réussi, ou un commercial qui a développé toute une structure au niveau de ou un bon ingénieur, restaurateur, absolument. voilà. Et puis, par contre, tout ce qui est la finance, le juridique, le social, les RH, etc., c'est moins sa culture. Donc, de ce point de vue, nous, on apporte une compétence, on le soulage de ces aspects-là, de manière à ce qu'il puisse développer son temps sur son cœur de métier. Et le coût de Finentrep est inférieur au coût horaire du chef d'entreprise ou d'un cadre sub, d'un vrai DAF. Donc, DAF, ça veut dire directeur administratif et financier. DAF, c'est directeur administratif et financier, et ça recouvre à la fois la finance, mais aussi le social, le fiscal, le juridique, etc. Donc, on aide les chefs d'entreprise de 3 manières. Il y a ceux qui cherchent à améliorer la performance de leur entreprise, faire en sorte d'améliorer la profitabilité, ou faire en sorte d'éviter des dépenses inutiles, de bien dépenser. La deuxième aide, c'est le chef d'entreprise qui a besoin de ressources, de compétences. Et enfin, la 3e aide, c'est le chef d'entreprise qui est en difficulté. Et là, donc, on a déployé un savoir-faire en matière de sauvetage d'entreprise, pour peu qu'on nous appelle au moment où le coma n'est pas déjà dépassé. Mais si on nous appelle quand les choses vont pas bien, mais pas trop tard, on peut passer d'une situation vraiment problématique à une situation d'entreprise florissante. Ça, alors, à côté de cette activité opérationnelle, on a le statut légal d'intermédiaire en opération de banque. Tout le monde ne peut pas solliciter les banques comme il l'entend. Cette profession est organisée par la loi. Et donc, on accompagne les banques pour retrouver les ressources financières. On accompagne, les entreprises, pas les banques. On accompagne les entreprises
pour chercher les ressources financières dont elles ont besoin. Alors ce sera tantôt des concours bancaires, mais ça peut être aussi des subventions. La France est un pays très généreux. Il y a énormément de dispositifs, soit nationaux, soit régionaux, d'Île-de-France, etc., pour amener des ressources financières au sein de l'entreprise. Il faut penser évidemment aux aides que l'on peut obtenir auprès de l'Union européenne. Et puis, il y a aussi tout ce qui est fonds d'investissement, business angel, qui va rentrer cette fois-ci en haut de bilan sur les fonds propres de l'entreprise. Voilà, on accompagne les entreprises dans ces métiers-là. Voilà, et là c'est peut-être moins facile à trouver pour un chef d'entreprise. Contacter des business angels, c'est vaste. Donc c'est peut-être plus difficile pour un chef d'entreprise. Alors, c'est plus difficile qu'avec le banquier, parce que c'est une population qui, je dirais, qui relève de démarches plus ésotériques. Mais là encore, il est question de bon sens. Et il y a des capitaux à investir au sein des entreprises. Simplement, il faut conjuguer les stress. Le chef d'entreprise a le stress de trouver la ressource pour développer son activité, mais l'investisseur a le stress de savoir où il va mettre son économie, ce qu'il a gagné dans son argent, dans sa vie, mais pour ne pas le perdre. Les risques sont importants. Oui, on entend et là souvent encore, le maître mot, c'est le mot confiance. Bien sûr. Alors, vous avez parlé de haut de bilan, bas de bilan. Expliquez un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que vous entendez par le mot haut de bilan et le mot bas de bilan. Pardon, excusez-moi, pour ce vocabulaire un petit peu ésotérique. En fait, technique financière. Le haut de bilan, c'est ce qu'on appelle les fonds propres de l'entreprise, c'est-à-dire ce que l'entrepreneur met de sa poche, en fait. Ce que l'entreprise génère ou ce que l'entrepreneur met de sa poche pour financer l'activité. Le bas de bilan, c'est la dette. Donc la dette, ça veut dire donc nécessairement ce que va vous prêter le banquier, et pas seulement. Les prêts Quand le fournisseur vous dit bon, tu me paieras à 60 jours, c'est aussi de la dette. Ça alimente, c'est de la ressource financière pour l'activité de l'entreprise, pour faire tourner le moteur économique de l'entreprise, et cette fois-ci, on est au bas du bilan. Dans le bilan, il y a aussi le prêt long terme. Oui, alors voilà. Le prêt long terme. Le maître mot, c'est que le bilan, il est structuré verticalement entre le passif et l'actif, mais il est aussi structuré horizontalement entre le long terme et le court terme. Et nous apprenons tout ça, évidemment. Et vous apprenez tout ça dans le cadre des séminaires. Alors, Noël Casabianca, qu'est-ce que vous demande en priorité en ce moment? Que demandent les entreprises? Sur quoi agissez-vous? Quelles sont les plus grosses demandes, si on peut faire un bilan de l'année 2017-2018? Alors, l'entreprise a besoin aujourd'hui, vous voyez, la réglementation va en se complexifiant, et l'arrivée du prélèvement à la source va encore, je dirais, complexifier la vie du chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise a besoin de technicité sur les domaines qui ne sont pas a priori les siens, pour lesquels il n'a pas nécessairement été formé, ou souvent il s'est formé sur le tas, souvent, ce qui n'est pas gage de mauvaise qualité, mais c'est bon, mais voilà, il faut franchir la haie. Et puis, il y a aussi une perpétuelle demande de financement, et pour ce faire, la relation importante et donc déterminante est la relation avec le banquier. Et donc, voilà, c'est les deux demandes les plus importantes en ce moment. Ouais. Alors, on en revient un petit peu à la formation, bien sûr, gestion GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Noël Casabianca, comment nouer une bonne relation avec le banquier? Qu'est-ce que vous apprenez au cours de ce séminaire? On va dévoiler un peu le secret d'une partie de votre séminaire. Alors, écoutez, moi, j'aime bien partir de considérations simples et basiques. Premier point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que de tout temps, depuis que l'homme a réfléchi à son activité professionnelle, à générer de l'activité pour répondre aux désirs dont je parlais tout à l'heure, il a eu recours à la banque. Il faut savoir que la première loi bancaire remonte au Code du roi Hammurabi. On est en Mésopotamie au XVIIIe siècle, avant Jésus-Christ. D'accord ? Pour donner un ordre d'idée, Homère, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. L'Iliade dont il parle, c'est le 12e. La transcription de la Bible à l'écrit, c'est 6e, 5e avant Jésus-Christ. Le Code Hammurabi, la loi bancaire, première loi bancaire, c'est donc le 18e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a toujours besoin de la banque. C'est un incontournable. On est obligé de faire avec. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, la loi vous impose d'ouvrir un compte en banque. Donc, la loi vous impose de vous marier avec un banquier. Vous ne pouvez pas faire autrement.
Hein, à telle enseigne que quand bien même tous les banquiers, comme je vous le disais tout à l'heure, les banques ont le droit de refuser de vous ouvrir un compte, eh bien si toutes les banques que vous allez voir vous refusent un compte, la loi a prévu un dispositif pour obliger une banque, il faut ça s'appelle le droit au compte, il faut solliciter la Banque de France, et en passant par la Banque de France, on va vous ouvrir un compte. Ce n'est pas les conditions idéales. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la relation avec le banquier, ça fait partie du destin du chef d'entreprise. Et bon, ben, il faut l'accepter. Enfin, je veux dire, les stoïciens disaient il faut accepter son destin. Nietzsche encore plus fort, il faut aimer son destin. Bon, ben, voilà, il faut vivre avec ça. De toute façon, on peut pas faire autrement. ne peut pas s'en passer de toute manière avec les nouveaux moyens de paiement à distance, etc. D'abord, c'est obligatoire. Donc, de toute façon, le problème ne se pose pas. C'est obligatoire. Vous pouvez pas. Sauf si vous développez une activité à base de 3, c'est un peu marginal. On sort de notre propos. La deuxième considération, pour avoir des bonnes relations avec le banquier, il faut partir là encore d'un élément de base, à savoir que le banquier est un être humain. Et si on réfléchit un instant à ce que l'on demande dans les relations entre êtres humains, on a déjà l'essentiel des réponses de ce qu'on doit attendre avec le banquier. La relation avec un être humain, elle va se fonder sur quoi? Elle va se fonder sur, à côté des considérations de courtoisie, mais elle va se baser sur des considérations de franchise, de confiance, de fiabilité. À partir de là, on a, je dirais, les fondements de la relation. Il faut savoir qu'il faut se mettre dans la position du banquier, parce que souvent on dit le banquier ceci, on essentialise le banquier, on dit en philosophie. Le banquier, il n'a de vision de ce que vous faites que ce que vous lui dites. Et il ne connaît pas votre métier aussi bien que vous, déjà, il le connaît absolument. Déjà, il connaît mal votre métier, premièrement, et deuxièmement, il connaît encore plus mal la façon dont vous le faites. Par votre conséquence, il est totalement dépendant de votre discours. Et donc, de l'importance, après, de savoir structurer ce discours. Donc, de rencontrer son banquier régulièrement, c'est ça que vous voulez nous dire finalement. Voilà, il faut rencontrer son banquier. La troisième considération de base, je ne veux pas faire trop long, vous me dites si je suis long, mais la troisième considération de base, c'est que le banquier est un professionnel, exactement comme le chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'il a des préoccupations de professionnels. Alors, des professionnels, il y en a des excellents, il y en a qui le sont moins, mais il y a aussi, je dirais surtout, des professionnels qui sont parfaitement adaptés à votre besoin et d'autres qui le sont moins. Donc là encore, il faut savoir que c'est un métier qui connaît ses lois, qui connaît ses risques, qui connaît ses stress, et ceux-ci se sont accrus avec les dernières crises et les accords de Bâle 2 et Bâle 3. Alors, tout ceci pour dire que finalement, là encore, ce qui va être déterminant, c'est la qualité de la relation que vous nouez avec lui. Merci Noël Casabianca pour ce rappel. On va tout de suite faire une pause musicale avec Gypsy Swing et puis on revient tout de suite pour parler donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au bar de l'économie sur IDFM. Donc je parle. Ouais. Attends, Noël Casabianca, vous voulez dire autre chose? Là, c'est le B.A.B.A. Le B.A.B.A. de la relation avec le banquier. Après, se pose la question de l'ouverture du compte et du crédit. D'accord. Il faut aussi qu'on Attendez, continue à il me parler faut un de- petit crayon. Mon crayon, je veux bien. Après, vous m'avez dit, c'est... Attends, il faut que tu restes là 2 minutes. Après, c'est, je dirais, au quotidien, le vécu de la relation avec le banquier. Mais je ne veux pas faire trop long, je veux dire. Non, mais de toute façon, il nous reste 10 bonnes minutes. Moi, j'ai besoin de parler, de Oui, revenir. non, mais tu vas parler, mais toi, tu vas conclure. Oui, non, mais j'ai besoin de 5 minutes. Non, mais tu les auras, tes 5 Pas 2 minutes. minutes. Non, non, il nous reste 10 minutes. Donc, on va laisser Noël finir sur... C'est quoi le... Donc, je vous redonne la parole en conclusion pour 2-3 minutes. Voilà, 2 minutes, je peux boucler mon propos en 2 minutes. D'accord, donc je vous redonne la parole pour 2-3 minutes et après, toi, tu vas conclure, tu auras largement peut-être 7 minutes même. D'accord. Ça vous va? Donc là, c'est 2 règles, deux règles Oui, pratiques, vous voulez nous dire? 2 règles pratiques. Pour être concret, voilà, c'est très bien. 2 règles pratiques, on finit là-dessus. Ok. Oui, c'est bon, ça va. Ah, d'accord. Là, je peux faire tourner 40 minutes. De quoi? Bah, l'ensemble, vous avez dit. Ah non, mais là, c'est 2 minutes seulement, c'est long. Là, il peut tourner 40 minutes, il faut que vous me dites Non, non. quand vous voulez reprendre. On fait 2 minutes parce qu'on leur redonne la parole. Ok, bah, ça fait 2 minutes 10. Déjà.
Bon, encore quelques secondes et on reprend. Et vous faites descendre doucement le son et on reprend. Si vous voulez entendre la musique, il faut que vous mettiez le casque. C'était donc Gypsy Swing. Je vous ai emmené sur une promenade jazzy avec ce groupe bien gai pour aujourd'hui au bar de l'économie. Donc nous étions en train de parler avec Noël Casabianca comment avoir une bonne relation avec son banquier. Alors peut-être pour terminer, Noël, 2 règles pratiques. Alors, essentiellement, donc ça veut dire qu'on dépend grandement du discours qu'on obtient auprès de son banquier. D'abord, ce qui compte, c'est donc la récurrence de ce discours, la fréquence, c'est-à-dire voir son banquier, l'informer régulièrement, surtout ne pas le mettre devant le fait accompli. Là, ça grille la relation, je dirais 5 ans de relation avec sa banque. Et pour ce faire, ça veut dire qu'en amont, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles on exerce son métier, c'est-à-dire réfléchir à sa propre théorie entrepreneuriale et savoir exactement ce que l'on fait, pourquoi on le fait. Et alors, une fois qu'on a réfléchi à soi, une fois qu'on est clair dans sa tête de ce qu'on veut faire, après il faut réfléchir à la façon dont on le formule. On le formule auprès du banquier et comment on étaie ce discours par des chiffres. Alors, il y a bien sûr le budget prévisionnel, mais il y a aussi les prévisionnels de trésorerie, de manière à ce que le banquier sache voir arriver la cohérence du projet, puisqu'on parle de l'avenir. Et comme on le disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Donc, c'est quelque chose de particulièrement difficile, et il faut nouer cette relation au gré de cette difficulté-là. Voilà, c'est donc le séminaire que vous proposez dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences proposé par le MEVO aux chefs d'entreprise de moins de 200 personnes. Donc, Michel Dujoncker, vous êtes d'accord, je suppose, oui, alors, il faut réfléchir à sa théorie entrepreneuriale et comment on le formule, dit-il. Donc, ce que nous apprenons en amont de ce que fait M. Casabianca, évidemment, c'est de dire aux chefs d'entreprise, pour donner confiance, non seulement d'ailleurs aux banquiers, mais aussi aux clients, il faut que le banquier se rende compte que vous avez vraiment, justement, analysé l'amont et l'aval de ce que vous présentez. Donc, ça s'appelle la sphère d'influence de l'entrepreneur. C'est quoi la sphère d'influence de l'entrepreneur? C'est d'abord, l'entrepreneur, il doit savoir se gérer lui-même, parce que si l'entrepreneur montre qu'il n'est pas en bonne forme physique et psychique, regardez le cas du PDG de Tesla actuellement qui poste une plombe sur les médias et les actions baissent de façon incroyable parce qu'il dit moi je travaille trop, je suis excité. Donc là il faut que le chef d'entreprise se présente de façon avec une santé physique et psychique correcte, c'est important ça. Oui, la santé physique et psychique c'est important. Ça. Et il le fera d'autant mieux qu'il gère correctement sa sphère d'influence. Parce que s'il gère mal sa sphère d'influence, je vais vous parler, eh bien il est stressé négativement, mais s'il la gère bien, gérer une entreprise, c'est pas une sinécure, mais au moins, ça lui permet de se développer. Il doit gérer qui, évidemment, son actionnaire ou son chef, même si c'est lui, mais c'est important ça, en le donnant ce qui... Et puis, il gère son personnel, parce que son personnel lui permettra de faire tout le reste. Alors, il doit gérer son personnel, on l'a déjà dit plusieurs fois, en recrutement, savoir-faire, savoir-être, en formation continue, l'entreprise continuellement apprenante, il faut qu'ils les disent, la santé globale. On parlait de l'IDF 98, le bien-être. Eh bien, la santé globale, c'est souvent notre radio IDFM. Il faut que voilà, non, j'ai vu ça sur votre... La santé physique et psychique, le bien-être en entreprise est essentiel, parce qu'il y a des sources d'efficacité. Et puis après aussi, on a beau être sympa avec tout le monde, il faut des conflits, et ça se gère ça aussi. Parce que ce personnel-là va absolument va permettre de démontrer que l'entrepreneur et l'entreprise connaît bien son milieu. Le milieu, c'est quoi? Qui sont nos concurrents? Il faut l'écrire. Qui sont nos concurrents et quelle est leur stratégie? Qui sont les clients qu'on veut avoir et quelle est d'abord ce qu'on appelle l'intelligence économique passive, pas se faire voler ses brevets, mais active, vers quel client est, quels sont mes clients et quelle est leur stratégie avec mes clients-là. Tout est la réglementation. Il y a 370 000 lois en France, donc il faut connaître apprendre à connaître la réglementation. Et évidemment, il faut aussi s'occuper de tout ce qu'on appelle son environnement, faire en sorte de ne pas polluer l'intérieur ni l'extérieur, comme je disais tout à l'heure. Il faut améliorer tous les processus, il faut expliquer aux banquiers comment on améliore les processus, surtout maintenant par la digitalisation, ce qui vous permet évidemment après d'innover, mais dans tous les domaines.
Quand on dit innovation, ce n'est pas uniquement innovation produit, il y a innovation RH, il y a innovation de tous les domaines, innovation commerciale, mais pour ça il faut de l'argent, d'où l'argent, le financement, il faut de bons fournisseurs, il faut savoir quels sont les fournisseurs, en avoir plusieurs pour pas, parce que vous avez qu'un fournisseur sur un produit, vous risquez, si le fournisseur fait faillite ou il lui arrive un problème, vous risquez d'être arrêté complètement. Donc il faut que le banquier se rende compte que vous êtes tout couvert. Il faut évidemment vous développer, donc j'ai la volonté, ou la connaissance de tout ça, j'ai la volonté d'aller dans tel pays, en international, dans le monde, parce que je connais bien ça, et je vous dis comment je le connais. Et donc ça, c'est très important. Évidemment, il y a aussi quelqu'un qui veut transmettre son entreprise, ça se prépare 5 ans à l'avance, et on apprend comment. Et puis ceux qui veulent créer des filiales, il faut aussi qu'ils gèrent correctement la création de filiales, parce que s'ils ne gèrent pas correctement, eh bien ça peut gêner l'ensemble de l'entreprise. Donc ça s'appelle la sphère d'influence, qui est excessivement... Et tout ça, ça mérite un comportement. Monsieur Gazamag a dit le comportement de l'entrepreneur vis-à-vis du banquier. Mais on parle beaucoup de comportement des collaborateurs, mais les comportements des collaborateurs est le même que le comportement que doit avoir le chef d'entreprise, est le même que le comportement que doit avoir l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Si on va un peu plus dans le détail, regardez ce qu'on apprend aux collaborateurs à avoir comme comportement. Comportement social, par exemple. Présentation, ponctualité, assiduité. Mais l'entreprise elle-même, elle doit se présenter correctement vis-à-vis de son banquier, vis-à-vis de ses clients, elle doit être ponctuelle pour les délais, et elle doit être assidue à ce que le client vous demande. Tout ce qui est un comportement individuel. Vous avez la disponibilité, on dit comportement, il faut être... Aux collaborateurs, il faut être disponible. L'entreprise doit être disponible sur son métier vis-à-vis de ses clients. Vous avez l'endurance, la combativité. Le chef d'entreprise doit être endurant et combatif. C'est pas facile de gérer une entreprise. Il faut la maîtrise de soi, la maîtrise de l'entreprise vis-à-vis de ses clients. Et puis, comportement professionnel, la rapidité. Le premier qui gagne un marché, c'est celui qui est le plus rapide. Vous avez l'orientation vers les résultats. Quand le banquier voit que vous êtes orienté vers les résultats, la balance scorecard, et que vous avez des objectifs et que vous les suivez, ils donnent confiance. C'est la même chose pour les collaborateurs, pour l'entreprise elle-même et pour le chef d'entreprise. Voilà, donc on apprend tout ça dans le cadre de cette formation. Et on apprend tout ça, l'amabilité, l'esprit d'équipe, le zéro mépris. Donc tout ça fait que il ne faut pas se leurrer. C'est pas uniquement pour les collaborateurs le comportement, c'est pour le chef d'entreprise, c'est pour l'entreprise elle-même, et c'est exactement la même chose. Et puis évidemment, on dit entreprendre, manager c'est un art peut-être, manager c'est un art, gérer l'entreprise c'est peut-être un art, mais il faut connaître aussi des détails, et la sphère d'influence c'est un détail important. Quand vous présentez, la sphère d'influence c'est le business plan, quand vous présentez un business plan et en finale de tout ce que vous savez, évidemment le plan de trésorerie, mais quand vous présentez ça à un chef d'entreprise, à un client, vous en présentez ça aussi à un banquier, eh bien vous donnez confiance, et en donnant confiance, on vous aide. Et vous le présentez quand vous allez bien, de telle façon que le banquier vous connaît, et quand ça va mal, le banquier sait que vous êtes quelqu'un de sérieux, il peut vous aider même en période de difficulté. Merci Michel Jonker. Donc on a bien compris à quoi servait donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, cette formation proposée aux chefs d'entreprise de moins de 200 personnes par le MEVO du Val d'Oise, le MEDEF, basé d'ailleurs à Argenteuil. Donc le meilleur exemple, c'est bien celui que vous avez donné. On voit en ce moment que le patron de Tesla, qui est très stressé, eh bien ça rejaillit sur le prix de son action, le cours de son action a chuté. Voilà, notre émission va se terminer. On va se quitter en musique avec Mélodie Gardot. Mais en attendant, on va vous retrouver non pas demain, parce que demain on a un petit incident technique, je ne pourrai pas faire cette émission, mais jeudi, nous serons en compagnie de Jean-François Benon du comité d'expansion du Val d'Oise. Nous serons aussi avec Alexandre Pueyo, conseiller départemental du Val d'Oise, et avec l'auteur du livre 100 jours pour entreprendre. Donc en attendant, on vous laisse écouter Mélodie Gardot et je viens vous dire au revoir dans quelques secondes. Donc là, il me reste juste à dire au revoir. Donc, de leur souhaiter une bonne journée. Donc, il me faut quoi, 10 secondes? Ouais. Ou 20 secondes. Donc, 20 secondes avant la fin, vous m'ouvrez le micro. Là, le titre est fait pour se terminer à la fin de l'émission. Ah bon? Mais le jingle de notre jingle? Ah non, il faut arrêter avant parce qu'il faut qu'on ait le jingle de notre émission. Okay. Donc, il faut m'arrêter 30 secondes avant la fin.
pour que vous passiez le jingle, 10 secondes, et moi qui dis juste au revoir et bonne journée. Ok. Et je rappelle juste qu'on a écouté Mélodie Gardot. C'est bien ça? C'est bien Mélodie Gardot, vous avez mis? Ouais. Ok. Si vous voulez entendre la musique, il faut mettre le casque. En tout cas, merci. Et puis, il faut aussi que je dise merci pour la présence. Oui, donc 40 secondes avant la fin, il me faut. Ok. Vous voulez vraiment l'indicatif? Ah oui, oui, c'est obligatoire. Il faut que, quand je dis au revoir et bonne journée, vous passez l'indicatif du bar de l'économie. Donc 40 secondes avant la fin, parce que je remercie nos invités. 40 secondes, il me faut, avec l'indicatif. Vous voulez parler sur l'indicatif? Non, non. Ah. Quand vous allez lancer l'indicatif. Je lance à moins, enfin, quand il restera 42 minutes. Non. Si. À 40 secondes, moi je dis au revoir et je remercie nos Oui, mais invités. moi, l'indicatif, je lance quand il restera 42 minutes. Alors vous me Quand donnez il la se termine, parole. alors. Dans 50 secondes, vous me donnez la parole. Il restera 1 minute à peu près. À 1 minute, je reprends la parole. On va faire comme ça, c'est plus simple. Parce que vous mettez 40 secondes d'indicatif. Bah, l'indicatif dure 40 secondes. Comme Ah ça, oui, il mais termine sur la fin. on n'est pas obligé de le laisser 40 secondes. 20 secondes, ça suffit. Oui, mais comme ça, enfin, ça fait pas couper, quoi. D'accord, comme vous voulez. Mais d'habitude, ils le coupent, ils mettent que 20 secondes. Ouais, mais ça fait plus moche, quoi. D'accord. Ok. Pas de souci. Donc là, à 1 minute, vous reparlez. Ouais, c'est ça. Vous venez d'entendre Mélodie Gardot avec un extrait de son titre Goodbye. Alors merci à vous pour votre présence, merci Michel Jonker, merci Marie-Claire Harmonique et puis merci bien sûr Noël Casabianca. Je rappelle qu'on parlait aujourd'hui de formation du chef d'entreprise et comportement du chef d'entreprise. Voilà, on se quitte, on se retrouve donc jeudi matin. En attendant, bonne journée. Les entreprises qui veulent